Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie. Alors, soit on a posé l'énergie du vide comme étant égale à zéro, mais peut-on, dans certaines circonstances, observer des variations de cette énergie du vide? La réponse est oui, avec l'effet Casimir. Dans ce cas, évidemment, poser l'énergie du vide à zéro n'est pas une bonne méthode. Et donc on se retrouve avec le problème de l'énergie infinie. Donc comment faire? Alors voyons la situation. On a deux plaques métalliques conductrices séparées par une distance L. Et on va supposer, pour simplifier, que ces plaques sont des conducteurs parfaits. Donc avec une résistance électrique nulle. Et on considère également, vous allez évidemment pas mettre sur ce dessin, mais que la distance L est très petite par rapport à la taille des plaques, ce qui permet d'éviter de tenir compte des effets de bord. L'électromagnétisme nous dit que le champ électromagnétique, les ondes électromagnétiques, s'annulent sur les plaques conductrices. La raison en est évidente parce que, en fait, le champ électrique, un champ électrique apparaît sur les plaques, n'oublions pas que les ondes qui vont se propager comme ceci entre les deux plaques ont un champ électrique et magnétique perpendiculaire. Un champ électrique appliqué à la plaque, c'est un peu comme y mettre une pile. Ça fait passer un courant. Et le courant va lui-même provoquer un effet qui va annuler le champ électrique qui est appliqué. C'est la loi de Lenz en électromagnétisme. Et donc, le champ électrique, en fait, sur la plaque est toujours nul. Ce qui veut dire qu'entre les deux plaques, si on les dessine de profil, une onde électromagnétique doit s'annuler au niveau des plaques. Et donc, la longueur, ici, va être un multiple entier, n quelconque, de demi-longueur d'onde, puisque ceci est une longueur d'onde. Ici, on a trois bosses, donc 3 fois une demi-longueur d'onde, lambda demi. Ceci est vrai pour toute onde électromagnétique, donc aussi pour les fluctuations du vide, les ondes électromagnétiques, les photons qui apparaîtraient spontanément dans le vide. Et donc l'énergie du vide, dans ce cas-là, entre les deux plaques, on parle du vide qui est compris entre les deux plaques, l'énergie du vide va être alors la somme, non pas sur toutes les fréquences, mais de n fois de n h nu 0 demi. Pour n valant 1, 2, 3, etc. Une telle somme est toujours infinie, malheureusement, parce que on a des termes positifs qui vont croissant 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à l'infini, mais ça donne forcément l'infini. Mais ce qu'on veut, c'est pas l'énergie du vide, mais sa variation. La variation entre l'absence de plaques et la présence des plaques. Comment varie l'énergie? Dans le cas où il n'y a pas de plaques, la somme se fait sur toutes les fréquences, h nu demi. Et c'est même une intégrale en fait, parce que les fréquences varient de manière continue. Il y a une infinité continue de fréquences possibles. Et on veut soustraire la contribution quand il y a les plaques, pour voir la différence. Évidemment, si on fait ça, on fait l'infini moins l'infini. C'est indéterminé, on ne peut pas le calculer comme ça. Mais alors, ce qu'on fait, on utilise une astuce qui est fréquente en mathématiques. On utilise une fréquence maximum, nu max. Ainsi, on a un nombre fini de thèmes, une intégrale sur un intervalle fini de fréquences, et on obtient alors des nombres finis. Et alors là, on peut parfaitement soustraire la somme de l'intégrale. Puis une fois le calcul fait, on fait tendre nu max vers l'infini sur le résultat.
C'est pas un calcul facile, mais on sait le mener. Et là, on a une bonne surprise, parce que quand on fait disparaître cette borne maximale, donc quand on fait tordre vers l'infini sur le résultat reste fini. Donc la différence d'énergie du vide est finie. Cette énergie dépend de la distance entre les plaques. La différence d'énergie dépend de la distance entre les plaques. Et on peut calculer qu'il y correspond une force qui agit sur les plaques, qui est égale à moins pi au carré, fois h, constante de Planck, fois c, la vitesse de la lumière, divisé par 240 fois L exposant 4, c'est-à-dire le carré de L au carré, fois la surface des plaques. Cette force est extrêmement faible. Très, 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 très faible. Et en plus, elle diminue très vite avec L, à cause de l'exposant 4. Elle ne devient non négligeable que pour des distances microscopiques. Malgré ça, les physiciens ont réussi le tour de force de mesurer cette force et de confirmer le résultat de Casimir. Mieux, ils ont fait des expériences aussi. Au lieu d'utiliser des plaques, ils ont utilisé des boules, des cylindres. On peut aussi mener les calculs où une boule plus une plaque, ou une boule plus un cylindre, etc. Et ils ont pu observer toutes sortes de situations, y compris des situations où la force n'est pas attractive, mais répulsive, etc. Donc, cela est très bien confirmé par l'expérience. En fait, ce que nous venons de voir est un peu trompeur. Parce qu'on parle des fluctuations du vide, et on fait les sommes des énergies du vide, les H pi demi. Mais en réalité, ce ne sont pas des fluctuations vide-vide, donc de pure fluctuation du vide. Parce qu'en fait, il y a interaction avec les électrons des plaques métalliques, c'est ce qui garantit le fait que le champ s'y annule. Et donc en fait, on a des électrons avec un photon virtuel échangé. Ce sont donc des cas de photons virtuels interagissant entre des particules dites réelles, et pas de pure fluctuation du vide. On peut se demander alors comment ça se fait que ce calcul marche, puisqu'on fait là les sommes de pure fluctuation du vide. En fait, avec les diagrammes de Feynman, on fait ce qu'on appelle de la diagrammatique, on peut montrer qu'il y a une parfaite équivalence entre ces diagrammes vide-vide, c'est-à-dire les fluctuations du vide ici, et ces échanges de particules virtuelles. Le calcul donne un résultat identique. Et tant mieux, parce que si on faisait le calcul avec les diagrammes de Feynman, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut faire des sommes, il faut faire tous les diagrammes de Feynman, faire des sommes infinies de diagrammes de Feynman, et le calcul est beaucoup plus compliqué, et inutilement, puisqu'on peut démontrer l'équivalence, et c'est plus simple de faire comme ça. Il y a un autre exemple d'ailleurs comme ça, ce sont les forces de Van der Waals. Les forces de Van der Waals, c'est un effet d'attraction entre des molécules ou des atomes qui sont globalement neutres, mais qui s'attirent. Parce que les électrons se déplacent autour des atomes, des molécules, et à cause de leur mouvement, les variations de charge font qu'à courte distance, il y a un effet attractif. Ces forces de Van der Waals jouent un rôle très important en biologie moléculaire, au sein des cellules, etc. Donc, c'est quelque chose d'important, et on peut le calculer exactement comme on l'a fait ici. Les calculs sont un peu différents, pas plus compliqués. On peut faire ce calcul, ça fonctionne, mais là aussi, en réalité, ce ne sont pas de pures fluctuations du vide. Ce ne sont pas des fluctuations vide-vide, ce ne sont pas des diagrammes vide-vide dont nous avions parlé. Ce sont juste des particules virtuelles échangées entre les électrons des différents atomes et molécules.
Donc il semblerait, et on avait déjà dit que dans toutes les situations pratiques, collision, durée de vie du positronium ou autre système, les forces coulombiennes, etc., les diagrammes vide-vide s'annulaient, ils disparaissaient. Donc il semblerait que les pures fluctuations du vide soient, donc les diagrammes vide-vide, les pures fluctuations du vide, soient un pur artefact mathématique, qu'elles n'existent pas. Elles sont pratiques parce qu'une équivalence calculatoire, diagrammatique, permet de faire des calculs de cette manière plus simple. Mais il n'y a en réalité physiquement que les particules virtuelles échangées entre d'autres particules, et pas des diagrammes vide-vide. D'ailleurs, l'état du vide, l'état 0, et l'état de base, l'état d'énergie minimale, et donc il n'y a rien de plus stable et de plus calme que l'état du vide. Il n'est pas fluctuant. Mieux encore, on peut démontrer dans la théorie quantique des champs qu'il est invariant de Lorentz, c'est-à-dire un invariant relativiste. Et donc, il est identique, quelles que soient les translations que l'on peut faire dans l'espace ou dans le temps. Si à un moment donné une fluctuation apparaissait, il est évident qu'en changeant l'instant où on considère l'état, on n'aurait plus la même chose. Il y aurait un instant sans la fluctuation, un instant avec la fluctuation. Donc on peut considérer que cet état fluctuant est une vue d'esprit. Pour le vide, pour le pur vide. Attention, parce que ces points de vue ne sont pas majoritaires. Dans les physiciens, il y a plusieurs opinions. Il y en a même qui disent que même les particules virtuelles sont une vue d'esprit, qu'ils sont le résultat des calculs dits perturbatifs et des diagrammes de Feynman, et ne sont qu'une visualisation des formules et des équations. Je dis attention, parce que, d'une part, c'est pas parce qu'on les voit à travers une procédure calculatoire qu'ils n'ont pas un pendant. Ces calculs fonctionnent, donnent des bons résultats. Ce n'est pas toujours ça ne donne pas une assurance parfaite, puisque nous avons ce cas-ci. Justement, où on vient de dire que ce calcul était plus simple comme ça, mais ne correspondait pas à l'existence de particules de fluctuation vide-vide. Mais on peut aussi considérer des situations où on a par exemple une lampe et une plaque photographique. La lampe émet un photon qui va aller imprimer la plaque photographique. On peut considérer deux situations. La situation où le système étudié est la lampe. On a une lampe avec des électrons réels qui émet des photons réels qu'on peut mesurer avec une plaque photographique. Et donc, il ne s'agit pas de particules virtuelles. Mais si on considère l'ensemble comme un tout, on a des électrons, des atomes ici, et un photon qui est échangé et qui disparaît. Dans le processus, c'est donc un photon virtuel. Et c'est la même expérience. Le photon virtuel l'est en fonction du point de vue que l'on a sur l'expérience. De plus, je vous ai dit, les particules virtuelles ont une durée de vie courte, une énergie plutôt mal définie. Et dans les calculs, on considère toujours que les particules initiales et finales ont des durées de vie infinies. Ce qui permet de considérer des énergies précises, etc. Ça simplifie les calculs. Mais en réalité, c'est pas le cas. Même dans une expérience où j'étudie la lumière émise par une lampe, le photon ne va pas vivre indéfiniment, jusqu'à ce qu'on le capte ou qu'il aille sur une plaque photographique, et il disparaît. Il se fait que dans la plupart des expériences, les particules entrantes et sortantes ont une durée de vie suffisamment longue que pour considérer l'énergie comme très précise. Mais elle n'est pas infiniment précise. Donc, quand on réfléchit, particules réelles, particules virtuelles, c'est kiff bourricot. C'est juste une question de point de vue. Par contre, les pures fluctuations du vide ne semblent pas avoir de réalité physique. Les choses sont peut-être pas aussi simples, on en reparlera. Mais donc, comme je vous l'ai dit, tous les physiciens ne pensent pas la même chose. Certains voient les particules virtuelles comme un pur artefact de calcul. Et d'autres, à l'inverse, tout à fait l'opposé.
la considère, ces particules virtuelles, comme exactes, y compris les fluctuations vide-vide, et leur donne une vraie réalité. Donc attention aux différences de point de vue. Il est très difficile, dans ce domaine, c'est de l'interprétation, de théorie physique et de calcul. Il est donc très difficile de prouver la réalité ou la non-réalité des choses. Et donc les points de vue sont tout aussi respectables les uns que les autres. Voilà pour ces fluctuations du vide, l'énergie du vide. Alors, on va continuer dans le domaine quantique, bien que ce qu'on va voir ici, maintenant, ça va être, c'est un peu plus général, ça s'applique aussi à la physique classique. On va passer à toute autre chose. On va parler d'une chose très importante, pour notamment la conservation d'énergie. On va parler du théorème de Noether, de l'important théorème de Noether, qui est très simple, et des lois de conservation. Je vous remercie.